Historiquement Vôtre, chaque après-midi, un voyage tout frais payé pour découvrir les grands moments de l'histoire. On saute d'époque en époque avec toujours un fil directeur. Aujourd'hui, ces figures de l'histoire qui ont disparu mystérieusement. On a parlé de Saint-Exupéry, on va parler de Maître Jacques Vergès dans un instant. Ce grand cynique de Mathieu Noël ira même jusqu'à parler d'une disparue plus contemporaine encore. Loana Duloft, c'est ça? Oui, mais tout de suite, Stéphane, accueillons celle qui a pris la bonne habitude de vous mettre quotidiennement une bonne raclée dans l'épreuve du quiz. Non, alors ça, il faut revoir votre jugement sur la Ah question, bah, quand parce même. que je reprends des couleurs. Ah Oui, oui? parfois vous marquez un point ou C'est deux. notre historienne maison, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous raconte aujourd'hui, thématique disparition oblige, un épisode inavouable et peu connu de notre histoire. Bonjour Clémentine. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu. Ben oui, parce que là, vous êtes là un peu dans la légèreté. Bon, mais quand même, ces jours-ci, on commémore le 150e anniversaire de la guerre de 70. C'est un moment absolument gravissime et tragique de notre histoire. Parce que entre la capitulation de Napoléon III dans le cul de Basse-Fosse de Sedan, qui souffrait en plus mort et passion de la vessie parce qu'il avait la maladie de la pierre, Il vous avait des savez, calculs rénaux, oui. le J'aime bien pauvre. quand ça revient toujours à quelque chose Alors de donc, physiologique. ben Mais oui, non, mais mais il parce que c'est souffrait. ça, C'est un peu s'explique. comme Napoléon et ses hémorroïdes Bien à sûr, cheval. bien sûr, bien sûr. Il pouvait pas tenir sur son cheval. C'est l'effet papillon, quoi. Quand vous avez un gros caillou dans la vessie, de tenir à cheval à Sedan, comment voulez-vous? Donc lui, il fiche le camp en Angleterre. Gambetta fuit Paris en ballon. La population parisienne est assiégée, affamée, se bat pour du pâté de chien et des saucisses de rat. Le général Bazaine capitule à Metz. Et puis MacMahon, notre président de la République, est neutralisé par un éclat d'obus dans les fesses. Bon, enfin bref, la guerre de 70, c'est bien difficile de décerner la palme de l'épisode le plus affligeant. Mais si la Kirsche sur la Schwarzwälder Kirschtorte, comprenez la La cerise cerise sur le gâteau. sur la forêt noire, Ah. Mathieu. Eh bien, si elle était ailleurs, dans un épisode si honteux que nos manuels d'histoire évitent soigneusement d'en faire état. Eh bien, cet événement, jusqu'alors inédit dans l'histoire de France, c'est à un certain Jules Favre qu'on le doit. Il en porte la responsabilité. Il était ministre des Affaires étrangères du gouvernement de défense nationale. Vous savez, l'autre jour, on a évoqué l'anniversaire de la Troisième République. Donc là, c'est la pâtée à Sedan. La République est proclamée. Napoléon III fiche le camp en Angleterre. Et donc, ce monsieur Favre, il devient ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui qui est chargé de négocier les conditions de l'armistice avec Bismarck. Ça va se passer les 19 et 20 septembre au château de Ferrières-en-Brie, en Seine-et-Marne, où Bismarck a installé son QG. Et c'est justement lors de cette entrevue entre ces deux hommes que Bismarck va exiger, hélas, la cession de l'Alsace-Lorraine. Mais Jules Favre, le pauvre homme, il est tellement bouleversé, tellement omnubilé par le sort de Paris assiégé, qu'il va commettre une bourde monumentale. Il oublie purement et simplement d'inclure dans les tractations en cours la garnison de Belfort et l'armée de l'Est commandée par le général Bourbaki. C'est quand même une armée qui est forte d'à peu près 120 000 hommes. Donc elle ne figure même pas dans les termes de l'armistice. On l'a oublié, il l'a oublié. Ah bah oui, il est comme notre ancien ministre avec sa phobie administrative. Ah bah j'ai oublié de payer mes impôts. Alors lui, il oublie donc cette armée. J'étais alors dans un grand état de trouble, plaidera-t-il devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Tu m'étonnes. Vous parlez d'un trouble, ça s'indignera la presse à juste titre, qui accusera Favre de s'être effondré en larmes dans les bras de Bismarck après avoir signé l'armistice. Ça la fout mal quand même. Alors, informé de cette effroyable gaffe, Gambetta se met dans une colère noire. Je comprends qu'un avocat hébété par la peur ait commis une pareille balourdise et une semblable infamie. Mais ce Jules Favre était assisté d'un général quand il discutait avec Bismarck des clauses de la Convention. Que le sang de l'armée, et je suis sûr qu'il l'a dit comme ça, comme dirait mon copain David, que le sang de l'armée de l'Est et la honte de la défaite retombent sur lui. Enfin, bon, là j'en plaisante un peu, mais la bourde de Fabre va s'avérer criminelle parce que Bien sûr. toute cette armée de l'Est qui n'est pas concernée par l'armistice, elle est attaquée de toutes parts par les troupes allemandes de Ils Manteuffel sont abandonnés, quoi. complètement abandonnée pendant des semaines, pendant même des mois. Elle va subir de très lourdes pertes, puisque en tentant de se replier vers Besançon puis Pontarlier, puisque je vous disais qu'il y avait près de 120 000 hommes, et puis il en restera simplement 88 000. 88 000 hommes épuisés, désespérés, morts de froid. Bientôt, ils se retrouvent acculés à la frontière, du coup, vers Pontarlier, je le disais à l'instant, et puis ils n'ont plus que d'autres choix que de déposer les armes ou quoi faire, selon vous, puisqu'on parle de disparition. Qu'est-ce qu'ils Changer vont de faire? nationalité. Eh ben, c'est à peu près ça, Mathieu, parce qu'ils vont devoir passer
en Suisse, figurez-vous. Alors, Pas bête. C'est toujours Le- une solution c'est- intéressante. Vous eh venez ben de oui, là, le non? passage en Mais je viens Suisse. de là, mais moi j'ai fait l'inverse. Je suis venu payer mes impôts en France. C'est un chemin de vie très particulier. Ouais. Enfin, il y a quand même 88 000 hommes. Alors, le général Bourbaki, Eh oui, il, comment il délègue ses pouvoirs à son subalterne, le général Clinchamp, et il se tire une balle dans la tête. Il se rate. Alors, Ah non. décidément, Quel nulos, décidément, décidément. quand rien ne veut marcher. Puis alors, quelques jours plus tard, dans une pauvre chambre enfumée d'une misérable maison de village, parce que vraiment, le décor est planté, mais très sombre, Clinchamp signe avec le commandant en chef de l'armée suisse, le général Herzog, la convention dite de Verrières, qui prévoit l'internement en Suisse des 88 000 hommes encerclés par l'armée allemande. Alors, vous imaginez le spectacle, 1er février 1871, à 5 heures du matin, chose inconcevable et jusqu'alors totalement inédite dans toute notre histoire militaire, l'armée française exténuée et donc littéralement expulsée de son propre territoire et passe en Suisse, une sorte de retraite de Russie en pleine France. Et là-bas, ils ont bénéficié d'un forfait fiscal, rassurez-nous. Alors, pas exactement, parce qu'à l'arrivée, ils ont dû déposer leurs armes, leurs équipements, leurs munitions. Il y avait aussi 12 000 chevaux. Tout ça sera restitué à la France après la paix, mais surtout après le règlement définitif des dépenses occasionnées à la Suisse par le séjour des troupes françaises. Car si Jules Favre avait stupidement oublié l'armée de l'Est, les Suisses, eux, pas si bêtes, n'oublieraient pas de nous en facturer les frais de séjour. Alors, voyez, avec cette guerre de 70, nous, les Français, on aime bien évoquer Bazeille, évoquer surtout la charge victorieuse de nos cavaliers à Reichshofen, ça nous plaît, mais le passage en Suisse de notre armée déconfite, ça, c'est déjà moins notre tasse de thé.